Bonjour à tous et bienvenue à notre séminaire organisé par le cabinet Ecube Conseil pour ses clients et son réseau d'invités sur la loi AGEC. Quelles répercussions sur votre REP? Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. L'objet de cette intervention est de vous présenter la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire de février 2020, dite loi AGEC, qui introduit de nombreux changements dans la gestion des déchets, modifications qui interviendront dans les 5 prochaines années et au-delà. Cette réglementation impacte profondément la responsabilité élargie du producteur, votre REP. Nous aborderons en particulier les questions relatives aux éco-contributions, au marquage obligatoire des produits et des emballages, aux obligations d'intégration de matières recyclées dans la conception des produits et aux restrictions en matière de plastique à usage unique. Quelques éléments techniques et organisationnels maintenant pour ceux qui nous rejoindraient sur cet outil pour la première fois. Alors, ce webinaire est prévu pour durer 2 heures maximum, intervention et interaction comprises. Il va se développer en plusieurs parties afin d'organiser des sessions de questions-réponses et apport de la salle. Pour cela, je vous invite donc à poser vos questions tout au long de la présentation. Il vous suffit de retrouver la petite flèche rouge qui se trouve en haut et à droite de votre écran afin de développer le panneau de configuration, de taper votre question et de cliquer sur « Envoyer ». Adeline Leroy se chargera de regrouper les questions afin que Christelle Chancrin puisse répondre à la fin de chaque section. Notre intervenante du jour, Christelle Chancrin, est experte en éco-contribution et réduction emballage. Elle est fondatrice et dirigeante du cabinet Ecube Conseil, expertise économie environnement. Juriste d'affaires de formation, elle est la spécialiste du conseil auprès des entreprises, que ce soit des producteurs, des fabricants ou des distributeurs, dans la gestion des éco-contributions versées aux éco-organismes de l'ensemble des filières de déchets. Fort de son équipe de 6 personnes, le cabinet accompagne les entreprises pour la gestion optimisée et la mise en conformité de leur dispositif REP, responsabilité élargie des producteurs. Cela en France et en Europe. Maintenant que tout le monde s'est connecté et sans plus attendre, je laisse donc la parole à Christelle qui, je crois avoir compris, s'est faite vacciner hier. Alors je lui souhaite bon courage en espérant qu'elle n'aura pas de symptômes durant son intervention. Et je vous souhaite à vous tous, un excellent webinaire. Merci Olivier pour cette présentation. Oui, le vaccin est nécessaire en ces temps dangereux et c'est pour mieux nous retrouver, j'espère, la prochaine fois. Mais ne vous inquiétez pas, le vaccin, ça ne fait pas grand-chose. J'ai pris un bon Doliprane, ça devrait aller, mais il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas de signe. Allez vous faire vacciner si possible. Alors, donc comme l'a dit Olivier, vraiment ce webinaire, je l'ai organisé à destination exclusive de vous, mes clients, et notre réseau très proche. Donc j'ai à peu près la chance de connaître tous les participants et de connaître personnellement tous les participants au webinaire ce matin. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui. Enfin là, pour le coup, il n'y a que moi qui vous revois. Mais voilà, je suis quand même très contente d'être avec vous ce matin. C'est notre premier webinaire sous ce format, donc nous vous prions de nous excuser pour les petits couacs techniques qu'il y a pu y avoir et qui pourrait y avoir ce matin. N'hésitez pas dans le chat ou dans les questions à nous dire s'il y a un problème de fonctionnement. Nous essaierons d'y remédier. Et puis, je voulais saluer chacun d'entre vous pour être là ce matin pour une session technique qui n'est pas facile. Ça va être beaucoup de réglementation puisque les filières REP sont très encadrées aujourd'hui et il y a une forte actualité réglementaire. Je souhaite d'abord... alors, juste un instant, en parlant de couac. C'est, voilà.
Donc, comme l'a dit Olivier, aujourd'hui, donc, le sujet est de parler des filières REP de responsabilité élargie des producteurs et de présenter les grandes modifications qui sont intervenues par la loi AGEC, en faisant un petit lien avec le fonctionnement de vos éco-contributions. On va essayer de parler aussi des marquages et de la signalétique de tri, et puis de revenir sur les interdictions de plastique à usage unique, notamment. Je vais commencer ma présentation par un panorama général des filières REP. Mais tout d'abord, je tiens à émettre des réserves par rapport à la présentation de ce matin. Véritablement, j'ai tenté de vous faire une présentation à visée générale. S'il y a des juristes parmi vous, et je sais qu'il y en a quelques-uns, il est important de savoir que ce webinaire vise à vous donner véritablement l'esprit de la réglementation actuelle et des changements à venir. Donc, il ne vise pas à l'exhaustivité. Il peut y avoir ce qu'on appelle une vulgarisation de la matière qui pourrait être reprochée par des juristes purs, mais voilà, hein, évidemment, nous connaissons la réglementation. Simplement, il est important de simplifier quand on le peut, parce que ces domaines sont extrêmement complexes. Je vais donc commencer par un panorama général des filières REP. Pour revenir à la base, je sais qu'évidemment beaucoup d'entre vous savent évidemment ce que c'est, mais il y a aussi parmi vous quelques fabricants de produits ou d'emballages qui méconnaissent encore ces réglementations. Donc, je vais revenir un petit peu sur les règles fondamentales avant d'aborder les modifications. Donc, pour le panorama des filières REP, donc le principe de pollueur-payeur, qui est un principe issu de la loi de 1975, donc c'est un principe qui est très ancien, une loi qui elle-même était issue d'une directive européenne de la même année. Et le principe, c'est évidemment toute personne qui génère de la pollution via ses activités est censée payer. D'où découle la notion de responsabilité élargie du producteur, qui a été mis en place par un décret de 1992, qui a fondé en France la filière emballage et qui faisait et qui fait encore aujourd'hui obligation de pourvoir et ou de contribuer à la fin de vie des produits et des emballages générés par vos activités. Je vais donc, avec le schéma que je vais vous montrer à l'instant, vous expliquer un peu le fonctionnement très général des éco-organismes et du système, en sachant que ce n'est pas parfait puisqu'il y a beaucoup d'exceptions. Mais dans ce premier schéma, qui va vous paraître un peu complexe, je vais juste voir si je peux, voilà, utiliser un petit projecteur. Je voudrais enlever non. Moi, j'ai ma vidéo en plein milieu, donc excusez-moi, mais je n'ai pas besoin de me voir. Ah. Pardon, j'ai juste un petit problème technique. Il ne veut pas s'en aller. Alors, je vais me mettre moi sur le côté. Voilà. Et je vais prendre un projecteur. Donc, le principe de fonctionnement général des filières dites de responsabilité élargie des producteurs en matière de déchets, que je vais simplifier en disant REP tout au long de mes développements de ce matin. Le principe, c'est les metteurs sur marché, donc les producteurs, les distributeurs, les importateurs. Donc ça, c'était le principe de base. On verra les exceptions apportées, enfin les ajouts apportés par la loi économie circulaire. Les metteurs sur le marché, donc, doivent pourvoir ou contribuer à la fin de vie de leurs produits. Ils pourvoient à cette obligation de deux façons
conformément à la réglementation, soit en mettant en place un dispositif individuel qui supposerait que donc le metteur en marché s'occupe lui-même de la collecte, du traitement et donc de la récupération de ces produits arrivés en fin de vie chez les consommateurs de ces produits, soit il adhère à un éco-organisme qui prend en charge collectivement sa responsabilité, et c'est souvent le choix qui est fait par les metteurs en marché, évidemment parce que il est extrêmement difficile de mettre en place un système individuel pour des produits de très grande consommation, ce qui est en général le cas des entreprises pour chacun d'entre eux. Donc, ils exercent collectivement cette responsabilité au sein d'un éco-organisme. Il existe aujourd'hui en France une quinzaine de filières, et avec la loi AGEC, nous allons voir que des nouvelles filières sont créées ou sont en cours de développement, et certaines autres filières vont être étendues. Donc ici sont représentés dans ce schéma les principaux éco-organismes des principales filières existantes aujourd'hui. On va, celle que vous connaissez par exemple, il y a la filière emballage qui est donc la plus ancienne, donc qui date de 1992, et l'éco-organisme éco-emballage devenu Citeo a été créé en 1993. Il y a une extension de la filière qui est aujourd'hui, cette filière concerne les emballages ménagers, et demain, elle concernera, c'est-à-dire demain en 2025, elle concernera les emballages industriels et commerciaux, donc également les emballages secondaires, voire même tertiaires. On ne connaît pas encore le détail du contour de cette extension, mais a priori, donc, beaucoup d'autres emballages vont être soumis à cette obligation d'ici 2025. Sur cette filière, 3 éco-organismes agissent. Il y a donc Citeo, qui est l'acteur historique, Adelph, qui est aussi un acteur historique et puis qui est devenu une filiale de Citeo dans les années 2000, et puis l'ECO, qui est le nouvel éco-organisme qui a obtenu son agrément et qui a aujourd'hui quelques metteurs en marché. Donc là, ils agissent tous les 3 sur la filière des emballages ménagers. On a ici la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques, que vous connaissez aussi certainement. Vous avez ici la filière des piles, la filière du mobilier professionnel, mobilier ménager, pour lesquels les éco-organismes Valdelia, Écomobilier et Écologique, pour une partie du mobilier, sont agréés par le gouvernement. On a la nouvelle filière des navires de plaisance, ça c'est plus exceptionnel. Vous connaissez peut-être aussi la filière éco-DDS, des déchets diffus spéciaux des ménages, qui est étendue aux déchets professionnels par la loi AGEC, qui a été votée au mois de février 2020. L'éco-organisme s'appelle éco-DDS. Il y a aussi la filière des médicaments. Avec Cyclamed, nous sommes en tant que consommateurs habilités à rapporter nos médicaments usagés en officine. L'éco-organisme d'Astri, dans les produits aussi médicaux, donc pour les produits perforants. Voilà. Et puis vous avez la filière textile pour les textiles usagés. Et vous connaissez les bornes d'apport volontaire. Donc, le principe, c'est que les metteurs en marché adhèrent aux éco-organismes, ont à établir des éco-déclarations selon la filière tous les ans, tous les semestres, tous les trimestres. Et ces éco-contributions vont servir à financer la collecte et le traitement
des produits et emballages arrivés en fin de vie, donc soit via un reversement aux collectivités locales, soit via la prise en charge directe opérationnelle des opérations de traitement enfin de collecte et de traitement. Donc effectivement, on différencie deux types de fonctionnement au sein des éco-organismes. D'une part, le fonctionnement purement financier, ce qui est le cas de la filière emballage aujourd'hui, à savoir qu'elle reverse l'intégralité des éco-contributions aux collectivités locales qui se chargent, elles, de la collecte de notre bac jaune sur le territoire quand il est jaune. Il peut ne pas être jaune partout. À l'inverse, la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques est une filière dite opérationnelle, à savoir qu'elle gère et elle organise elle-même la collecte des déchets auprès des ménages. Effectivement, on voit des ménages ou des professionnels. Effectivement, on voit par exemple chez nos distributeurs de bricolage, par exemple, vous allez avoir des bornes, ou même de grande distribution, vous allez avoir des bornes de collecte de vos petits équipements électriques et électroniques. C'est pareil pour vos piles et accumulateurs. Et nous, en tant que consommateurs, on est censé les mettre dans ces endroits-là. Parmi les extensions de la loi AGEC, dans les grandes filières, certaines vont vous concerner, d'autres pas. Mais véritablement, cette loi AGEC renforce significativement les dispositifs de filière REP en France. Nous étions déjà la championne d'Europe. Je pense qu'avec du haut de nos 29 filières, nous serons peut-être les champions du monde. Bon, c'est pas sûr parce qu'au Japon, je crois qu'ils ont 45 filières. On en parlera un petit peu après. Donc, parmi les nouvelles filières, on a celle sur les produits du tabac qui est en cours de montage, qui est censée être opérationnelle depuis le 1er janvier 2021 et l'éco-organisme est en cours d'agrément. Donc, voilà, nous sommes dans l'attente de cet agrément. On a les jouets qui est prévu pour 2022. Certains d'entre vous vont être directement concernés par cette filière. On a la filière des textiles sanitaires aussi, qui va concerner notamment les lingettes, les dispositifs urinaires, les couches pour enfants, les serviettes hygiéniques, etc. Donc, une grosse filière en perspective qui ne va pas être évident à monter, étant donné les capacités de recyclage peut-être vont être limitées. Les articles de sport, les déchets du bâtiment pour 2022, les déchets de bricolage et de jardin, les chewing-gums et enfin les engins de pêche. Les engins de pêche qui représentent une masse non négligeable des déchets dans nos espaces marins. Donc voilà pour l'organisation générale des filières et du financement. Donc soit elles le font, soit les éco-organismes s'occupent eux-mêmes de la collecte et du traitement des déchets arrivés en fin de vie, soit ça se passe par un système financier et parfois on a un système mixte, c'est-à-dire semi-opérationnel et semi-financier, ce qui est le cas notamment dans la filière mobilier, puisque nous, en tant que consommateurs, nous sommes habilités à rapporter notre mobilier, par exemple, en déchetterie, et donc il y a un appui de la collectivité locale. Voilà, donc pour le grand fonctionnement des filières et les quelques nouvelles filières apportées par la loi AGEC. Demain, on aura donc environ 29 filières existantes en France. Alors, je vais vous parler de la loi AGEC, qui est donc une loi qui a été publiée, qui est
date de février 2020, qui est une loi très importante pour la responsabilité élargie du producteur, parce qu'elle est venue modifier beaucoup de paradigmes et réunir aussi en un même texte de loi les principes de la responsabilité élargie du producteur. Ce qu'on va voir ce matin, c'est quelques modifications apportées par cette loi. Comme il y en a beaucoup, je ne vais pas parler de tout, parce que tout ne va pas forcément vous intéresser. Ce qui est important, c'est que la notion de producteur est étendue, notamment. Donc, on vient de parler des filières existantes qui sont étendues à certains déchets, donc les déchets professionnels, et pour les emballages industriels et commerciaux, qui va créer donc de nouvelles filières, et puis qui, parallèlement, renforce les obligations de marquage destinées à informer les consommateurs de toutes ces nouvelles filières in fine. Évidemment, en fixant des objectifs de réduction, de réemploi et de réutilisation qui vont être importants, notamment en matière plastique. Donc la notion de producteur qui est étendue, ça c'est très important, et ça va avoir un impact sur la gouvernance des éco-organismes. Aujourd'hui, les éco-organismes étaient fondamentalement l'émanation des seuls producteurs, donc producteurs au sens ancien avant loi AGEC de la réglementation, donc à savoir les producteurs, les metteurs sur le marché, les distributeurs et les importateurs de produits donc étrangers sur le marché français. Aujourd'hui, est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication. Donc, ça a été intégré déjà dans le Code de l'environnement, et c'est une notion très importante parce que dans toute personne qui élabore, fabrique, manipule, traite, on va prendre en compte aujourd'hui, pourrait collectivement appartenir à la gouvernance notamment des éco-organismes, des fabricants de matières premières, des fabricants d'emballage qui jusque-là n'étaient pas directement concernés par cette responsabilité élargie de producteur. Donc, on a de nouveaux acteurs qui vont être concernés voilà, désormais. En sachant que, pour vous donner un petit exemple, par exemple en Angleterre, on a une responsabilité qui est un peu de cet ordre, une responsabilité qui est copartagée entre les différents acteurs, à savoir que les éco-contributions sont payées en partie par le fabricant de matières premières, le fabricant d'emballage, le distributeur et le producteur, bien sûr. Donc, on a une répartition, finalement, du coût de l'éco-contribution sur les différents acteurs, ce qui a pour vertu d'impliquer tous les acteurs dans la chaîne de l'éco-conception et de la réduction des déchets générés par les activités. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, le défaut de notre système, c'est que quasiment, enfin d'expérience, les producteurs, certes, étaient au courant de leurs obligations, et encore pas toujours, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de filières, et ils ne savent pas toujours qu'ils doivent contribuer sur plusieurs filières pour un même type de produit. Mais ce qui était sûr, c'est que les fabricants, pour l'essentiel, étaient totalement dans l'ignorance de ces réglementations et des contraintes qui portaient sur les producteurs. D'où le fait qu'on a vu se poursuivre le développement d'emballages qui n'étaient pas spécialement vertueux pour l'environnement, d'emballage ou de produits. Normalement, avec cette loi AGEC et cette réforme qui est en cours, parce que tous les décrets d'application ne sont pas sortis, on va le voir, mais
le paysage de la responsabilité élargie du producteur, mais du producteur donc sous-entendu, y compris fabricant, toute personne qui donc crée la matière première, qui est impliquée aussi dans la logistique, etc., va pouvoir être impliquée de près ou de loin par ces principes. La loi, donc, AGEC, fournit un cadre général aux filières actuelles, mais également à celles à venir. Donc, elle crée vraiment une branche de droit ad hoc. C'est ça qui est intéressant, parce que aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, les filières REP étaient disséminées au sein de différents textes. C'est toujours encore un peu le cas malgré tout, mais vraiment, il y a eu un effort du législateur pour réunir les principes dans cette loi afin que le producteur s'y retrouve quand il a une interrogation. Je ne vais pas revenir sur la multiplication des filières. Un autre point important de la loi AGEC, c'est qu'elle prévoit de conditionner, si nécessaire, la mise sur le marché d'un produit ou d'un emballage à l'intégration d'un taux minimal d'incorporation de matières recyclées dans les produits et les matériaux. Donc, véritablement, l'objectif étant de fournir un exécutoire, aux matières recyclées. Parce qu'évidemment, plus on collecte de déchets, plus on les trie, plus on les destine à un recyclage, plus il faut trouver des débouchés pour ces produits et matériaux. Donc, ça, c'est une nouveauté, l'intégration de matières recyclées qui va être contraint par la réglementation. Et enfin, les sanctions. Donc, pour vous, il y a des sanctions maintenant pour les éco-organismes, ce qui est nouveau, mais il y a également un renforcement des sanctions pour les producteurs qui ne seraient pas en conformité avec ces dispositifs, et sanctions qui sont importantes puisqu'elles sont à 7 500 € par unité ou tonne, donc unité de produit ou tonne de matière mise sur le marché, sans plafond, alors qu'avant il y avait un plafond. Avant c'était limité à 30 000 €. Depuis la loi AGEC, il n'y a plus de plafond. Et il y a en plus une amende forfaitaire de 30 000 €. Donc véritablement, d'où l'importance aujourd'hui pour les entreprises d'être en conformité sur leur dispositif et de bien veiller à déclarer sur toutes les filières sur lesquelles elles doivent déclarer. Alors, j'ai juste un petit problème de réactivité de mon écran. Voilà. Donc aujourd'hui, parmi les grands décrets qui sont publiés et il y en a de nombreux qui ne sont pas encore publiés, et donc on attend notamment les contours d'un certain nombre de nouvelles filières qui vont être créées, notamment par exemple celles sur les jouets, les textiles sanitaires, où on n'a pas encore le contour très précis de ces nouvelles filières, sur quoi exactement ça va porter, etc. En attendant, il y a quand même l'arrêté du 30 novembre 2020 qui a été publié le 25 décembre sur la signalétique et les marquages, et qui a donc donné un joli cadeau de Noël aux metteurs en marché concernant le point vert. Donc effectivement, puisqu'il y a un arrêté qui vise à interdire toute signalétique et marquage pouvant induire à une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet, en sachant que effectivement, pourquoi? Parce que le logo point vert que vous connaissez, par exemple, je vous en montre un là, je ne sais pas si vous le voyez, peut-être, attends, il faut que j'arrive à viser sur un produit.
le logo point vert, bref, que vous connaissez, est souvent mal interprété par les consommateurs, puisque ce logo point vert veut simplement dire que vous contribuez au système emballage, et en particulier au système Citeo ou Adelph, mais ne veut absolument pas dire que le produit est recyclable, et ça introduit une confusion. Donc on va revenir évidemment sur ce décret un peu après dans les développements. Un décret important du 27 novembre portant réforme de la responsabilité élargie du producteur et qui prévoit déjà donc, le contour de certaines filières. Donc, on a un arrêté du 25 décembre sur le cahier des charges des nouveaux éco-organismes et la question de l'écomodulation qui est très très importante. On verra également dans nos développements ce matin. Un décret du 31 décembre donc, portant interdiction de certains produits plastiques à usage unique, sur lequel on reviendra également. Et puis, un décret très important également du 29 avril dernier relatif aux objectifs de réduction, réemploi, réutilisation et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025. Alors, il s'appelle le décret 3R, mais finalement, c'est 4R, et qui amène la trajectoire en fait pour la fabrication des emballages en plastique pour les prochaines années. Alors, je vous propose de parler un peu plus en détail de l'éco-contribution. Ce sont des généralités. Je voulais d'abord vous expliquer un petit peu, parce que souvent, on n'a pas conscience de l'impact de ces éco-contributions quand on achète un produit. Il faut savoir que, donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, il y a de nombreuses filières sous REP, sous dispositif REP, et pour lesquelles les producteurs éco-contribuent. Il faut savoir que, en fait, chaque filière sous-entend une filière de tri pour le consommateur. Hein, en termes de contraintes pour le consommateur, il est censé trier séparément différents types de déchets. On a pris dans ce schéma, vous voyez ici, on a pris l'exemple d'un jouet, d'un robot, qui lui-même est soumis à plusieurs filières et donc plusieurs éco-contributions. Donc c'est un robot qui parle. Il va donc contribuer en tant qu'équipement électrique et électronique parce que il fonctionne avec des piles, parce qu'il fonctionne avec des piles, donc c'est un équipement électrique et électronique. Il est emballé, donc forcément son emballage va contribuer à Citeo. Il y a une éventuelle notice dedans, donc il va contribuer pour sa notice à Citeo papier, si tant est qu'il y ait plus de 5 tonnes par le producteur mis sur le marché tous les ans de papier, hein, donc il y a quand même des limites. S'il s'allume et qu'il a des petites lampes qui se détachent et qui se changent, eh ben, la lampe devra être déclarée à Rocilum, écosystème, hein. Et il y a une pile, sa pile devra être déclarée à Corépile ou à Screlec, qui est le second éco-organisme sur les secteurs des piles. Et évidemment, pour chacun de ces composants, on devrait, nous en tant que consommateurs, une fois que le produit ne marche plus, le jeter dans les bonnes poubelles. Donc, le robot, il va aller dans la borne des petits équipements électriques, électroniques chez votre distributeur. L'emballage, évidemment, a priori, doit être trié dans votre bac jaune, sauf avec extension des consignes de tri. On reviendra peut-être sur ces notions après. La notice devra être triée parmi les papiers. La lampe devra également être collectée dans une borne spéciale à cet effet, et la pile également. Donc, vous voyez que chaque nouvelle filière crée aussi, donc certes, des éco-contributions qui peuvent peser quand même in fine. Ça commence à faire un montant non négligeable
sur le prix du produit, le prix de revient du produit. Et pour le consommateur, des contraintes en termes de tri. Et évidemment, tout ça, si c'est bien trié, les éco-organismes et les collectivités locales vont se charger de la collecte pour l'envoyer au réemploi, au recyclage, etc. Et éventuellement réintroduire les différents composants dans la boucle vertueuse de l'économie circulaire. Donc, je tenais à rappeler ces petits principes. Sur vos produits, j'ai pris avec moi quelques produits symptomatiques. Je sais que certains d'entre vous reconnaîtront leurs produits. On a essayé quand même de masquer les marques, mais même si on connaît bien, on a vous voyez, le même phénomène hein, que je viens de vous expliquer, à savoir, on a un équipement électrique et électronique, on a un emballage, on a des piles, on a à l'intérieur, elle est là, voilà, j'y arrive pas à le caler, voilà. À l'intérieur ici, j'ai une notice. Donc, vous voyez, on a bien, sur de nombreux produits, il peut être affecté par plusieurs filières de traitement et plusieurs éco-contributions. J'ai enfin un dernier exemple ici. Donc, pour un dispositif médical, j'ai du mal à orienter avec ma caméra, je suis désolée. Je ne suis pas en face, alors voilà. On a un dispositif médical, voilà. Il y a également des emballages, c'est un équipement électrique et électronique, il y a des piles et il y a une notice hein, qui peuvent être importantes. Donc tout ça, ça va devoir contribuer au système pour être en conformité et il va falloir s'assurer que vous contribuez bien en tant que metteur sur le marché à à toutes ces filières, pardon. Alors, je voulais revenir sur le calcul de la contribution parce que la loi AGEC apporte des précisions et va renforcer un certain nombre de principes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la loi AGEC introduit la notion, et le décret qui est paru en fin d'année, introduit la notion d'éco-modulation qui doit être généralisée dans toutes les filières. Qu'est-ce que l'éco-modulation? C'est véritablement des primes et pénalités qui vont venir soit augmenter, soit réduire le montant de votre contribution, votre éco-contribution, en fonction des bonnes pratiques. Cette éco-modulation sera en fonction des critères de performance environnementale de votre produit ou de votre emballage, donc parmi lesquels l'incorporation de matières recyclées, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, le réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses. Donc, le mode de calcul général des contributions aujourd'hui, il est à peu près sur toutes les filières. Hein. Il peut y avoir des exceptions, mais globalement, ça fonctionne à peu près comme ça. Dans toutes les filières, c'est en fonction du poids de votre produit ou de votre emballage, des matières qui constituent votre produit ou votre emballage, donc s'il s'agit de plastique, de métaux, de textiles, de papier, carton, etc., et du nombre d'unités de vente mises sur le marché. Donc ça, je vous présente évidemment le calcul que vous connaissez à peu près tous, celui sur l'emballage, hein, à savoir une éco-contribution qui est donc due en fonction du poids et par matériaux, avec une contribution forfaitaire par composant d'emballage. Hein, donc véritablement, chaque composant, on va dire par exemple, je vais prendre un autre exemple, je ne me vois pas à la caméra, mais alors attendez, il faut que j'arrive à... Pardon. Il faut juste que j'arrive à remettre ma webcam. Bon, je ne vais pas y arriver. Donc, je ne sais pas si vous voyez correctement l'emballage. En tous les cas, ici, on est bien d'accord, on a plusieurs composants. Le bouchon, vous connaissez, le flacon. A priori, non, pas la pompe, on va en parler. Aujourd'hui, ce n'est pas un composant séparé de l'emballage, on va en parler un petit peu, mais
voilà. Donc là, on doit déclarer les différents composants et il y a une unité, une contribution forfaitaire à l'unité d'emballage qui est due pour chacun de ces composants. Et le tout est modulé par des bonus-malus dans la filière emballage, donc ce que je vous disais, l'éco-modulation en fait, donc en fonction des bonnes pratiques sur vos emballages. Donc véritablement, l'éco-modulation des contributions est un outil pour l'éco-conception des produits et des emballages qui sont mis sur le marché. Et vraiment, on va voir l'importance que ces éco-modulations ont et sur lesquelles il faut se pencher pour véritablement éco-concevoir. Donc, toujours dans l'exemple sur la filière emballage, parce que, alors pourquoi la filière emballage d'une part, parce que c'est la plus connue, mais pas que, c'est aussi la plus aboutie tout de même aujourd'hui par rapport justement au principe d'éco-modulation qu'elle a déjà mis en place depuis plusieurs années et qui se renforce forcément avec la loi économie circulaire. On vous a donné là quelques exemples. La filière emballage, elle a mis en place récemment des malus progressifs pour véritablement inciter les producteurs et les metteurs en marché à éco-concevoir leurs emballages. Donc, vous voyez en fait un produit qui était, un emballage, pardon, qui était malusé en 2020. Si en 2021, vous n'avez pas corriger le tir, vous partiez d'un malus d'adaptation de 10% en 2020 et l'an prochain, il sera à 50%. Et potentiellement, en 2022, il sera à 100%. C'est-à-dire que véritablement, dans le temps, on vous alerte la première année en vous disant attention, un petit 10% de malus la première année. La deuxième année, c'est 50% et potentiellement, la troisième année, c'est 100%. Il y a donc des malus progressifs et globalement, tout ce qui contient du PVC, par exemple, dans les emballages, sont fortement malusés, puisqu'on a 100% de malus à contribution, en sachant que dans la loi AGEC, il est bien prévu que le montant de la pénalité peut être supérieur au montant de la contribution. Donc, bien avoir en tête, parce que dans les années à venir, tous ces principes vont augmenter, donc les éco-contributions vont augmenter, et véritablement, il faut se servir de vos éco-déclarations pour tenter d'éco-concevoir au mieux vos produits. Parmi l'éco-module, alors dans les autres filières en déchets d'équipements électriques et électroniques, par exemple, vous avez déjà des bonus pour la mise en place, par exemple, de pièces détachées pendant au moins 10 ans. On a ça. Sur les piles, on a une éco-modulation pour les piles qui utilisent une technologie, ce qu'on appelle zinc. Par exemple, là, il y a un tarif réduit de contribution. Sur la filière des papiers, si vous utilisez du recyclé, vous êtes favorisé également. Donc, vous voyez, chaque filière a développé déjà quelques principes de éco-modulation, mais la loi AGEC renforce ces obligations. Donc, les éco-organismes dans les années à venir vont renforcer ces principes. Juste un petit cas pratique pour vous dire comment utiliser et comment avoir en tête vraiment le bénéfice sur vos éco-contributions, mais du coup pas que, évidemment, c'est le bénéfice pour l'environnement. C'est comme ça qu'il faut le lire. On a pris un exemple d'un tube, par exemple, avec donc un tube avec un bouchon ou un tube avec un bouchon applicateur. Il est fait obligation par aussi la directive européenne, notamment de 2019, qui s'appelle Single Use Plastic. Il est fait obligation aux fabricants de rattacher les bouchons à la bouteille ou au flacon, ou en tout cas à l'emballage principal, parce qu'il y a beaucoup de déperdition de ces petits emballages au cours du processus de tri, et du coup on les retrouve dans les océans. Donc pour ne pas les perdre, il y a ce dispositif qui est donc décidé par l'Union européenne et qui s'applique pour nos produits et emballages. Donc, en utilisant déjà le principe de je passe
d'un tube avec, d'un tube avec un bouchon et séparé, ou d'un bouchon avec applicateur, on réduit de un composant l'éco-contribution, et ainsi on gagne potentiellement, sur les bases qu'on vous a mises, on gagne potentiellement, donc c'est une base de 200 000 mises sur le marché avec un poids total du tube de 8,16 grammes et un tube s'ouvre en plastique en polyéthylène. On gagne en contribution 13% de contribution sur la base de la contribution 2020. On ne l'a pas actualisé puisque c'est un document qu'on a fait l'année dernière. Si on met un tube et un bouchon applicateur en PE recyclé, dans ces cas-là, le bonus va vous faire gagner au total 48% par rapport à la contribution initiale. Donc, vous voyez que ça vaut quand même le coup, quand on a des grosses mises sur le marché, de s'interroger sur les impacts sur vos éco-contributions de vos changements. Alors, je vais venir maintenant sur les marquages obligatoires. Alors, simplement, ah non, pardon, j'ai arrêté le diaporama, et simplement parce que je n'ai plus ma visio. Pardon. Je vais peut-être en profiter, puisqu'on est à un arrêt forcé de ma session, de savoir si déjà vous avez quelques questions. Et donc, je vais interroger Adeline pour savoir s'il y a déjà quelques questions auxquelles je pourrais répondre. Bonjour à toutes et à tous. Non, Christelle, pour l'instant, il n'y a aucune question, donc tout doit être clair. Écoutez, parfait, pourvu que ça dure. Alors, concernant les marquages, donc j'aborde les marquages, mais surtout n'hésitez pas à me faire part aussi de vos apports. Vous pouvez aussi avoir des informations importantes via vos fédérations auxquelles j'aurais pu ne pas avoir accès pour aujourd'hui. N'hésitez pas. Donc sur les marquages obligatoires. Donc on a parlé de l'écomodulation. Véritablement, l'obligation de marquage, elle va concerner toutes les filières, pas uniquement la filière emballage. Encore une fois, on va se focaliser davantage aujourd'hui sur le modèle emballage parce que c'est le plus abouti quand même à ce jour. Alors, on voit que il y a eu beaucoup d'allers-retours et en l'occurrence beaucoup d'incertitudes qui mettent les metteurs en marché dans la grande difficulté concernant ce qu'ils doivent faire ou non sur leurs emballages aujourd'hui. Donc on a vu que le décret qui a été publié le 25 décembre et qui a annoncé la disparition et l'interdiction donc du point vert sur vos emballages, encore une fois, point vert qui est en l'occurrence bleu, mais qui est encore largement présent sur vos produits. Donc déjà, pourquoi? Tout simplement parce qu'il introduit, donc je l'ai dit tout à l'heure, une confusion sur les marquages et quelque part, ça fait, entre guillemets, de la publicité pour un éco-organisme alors que désormais, on est dans des filières concurrentes. Donc, au lieu du point vert, il a été décidé par les pouvoirs publics de mettre en place le logo Triman. Je cherche du coup un emballage qui porte bien le logo Triman que je vais vous montrer. Voilà, une consigne de tri avec le logo Triman et encore le logo point vert. Alors, le Triman, avec la loi, alors le Triman est obligatoire en vrai depuis 2015. Sauf qu'en 2015, il ne devait figurer que sur les produits et les emballages qui bénéficiaient d'une filière de tri effective. Alors qu'aujourd'hui, il doit figurer sur tous les produits et emballages qui bénéficient d'une filière de responsabilité élargie du producteur. Donc, ça va porter sur bien davantage de produits et
Alors, quelle est la différence? C'est que, vous voyez, sur les emballages, par exemple, avant l'extension des consignes de tri, donc vous savez qu'en France, progressivement, le tri de tous les emballages, quelle que soit leur forme, que ce soit une bouteille, un film, un sac, etc., sera jetable dans votre bac jaune ou d'une autre couleur selon votre région, mais sera généralisé normalement sur tout le territoire d'ici peu. Mais comme ce n'est pas encore généralisé, on ne peut pas dire sur, par exemple, un film, aujourd'hui, vous ne pouvez pas écrire sur un film d'emballage qu'il est à trier sur la consigne de tri, parce qu'il n'est pas, entre guillemets, triable partout sur le territoire. Quand l'extension de la consigne de tri sera généralisée à tout le territoire, on pourra la poser de manière généralisée. Alors le problème, c'est que la signalétique aujourd'hui que nous connaissons, qui est celle-ci, donc sur les emballages, qui est largement généralisée sur vos emballages. J'ai déjà montré quelques exemples à l'instant. Donc celle-ci, voilà. On voit également, mais là c'est en tout petit, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est un petit peu. Donc on a des consignes de tri qui sont effectivement bien disposées sur vos emballages. Là je l'ai un petit peu en plus grand sur un emballage de regroupement. Là c'est intéressant parce que c'est sur un halo. Vous voyez que la disposition peut être importante parce que je sais que vous vous posez souvent la question où est-ce que je dois la poser. Bon. Cette consigne infotri est normalement, aujourd'hui, n'est plus, entre guillemets, d'actualité. Il est effectivement prévu avec la loi économie circulaire qu'une nouvelle infotri actuelle, enfin une nouvelle infotri, est en train d'être débattue actuellement avec les pouvoirs publics, les éco-organismes et les différentes fédérations, in fine, pour définir la nouvelle charte graphique. Donc, je vous confirme, aujourd'hui, elle n'est pas publiée, elle n'est pas définie. Elle aurait dû intervenir au mois d'avril, au plus tard au mois d'avril de cette année. Finalement, le décret n'est toujours pas paru. L'éco-organisme n'a toujours pas communiqué sur le sujet et vous êtes censé adopter par la loi AGEC obligatoirement cette nouvelle consigne de tri à partir du 1er janvier 2022. Donc, on ne la connaît pas. A priori, elle ne devrait pas voir figurer le logo point vert, cette nouvelle consigne. Mais il y a actuellement des contestations qui se sont élevées contre le logo Triman, qui est un logo franco-français et qui peut poser des problèmes au niveau européen, parce que c'est un logo franco-français qui est méconnu des Européens. Donc il va y avoir un risque de confusion au niveau européen de nos emballages franco-français et parallèlement, le logo point vert reste obligatoire en Espagne et à Chypre, du moins provisoirement. Donc la difficulté pour un certain nombre d'entre vous qui êtes metteurs sur le marché, sur ces marchés étrangers, européens, vous êtes peut-être contraints de prévoir des emballages pour certains pays ou pas. Donc il y a effectivement des aménagements qui sont proposés par la réglementation et qui seront probablement proposés par la réglementation d'ici peu. Citeo, en attendant, recommande d'attendre avant d'opérer des changements sur vos marquages, sur vos emballages. Donc, temporairement, elle acceptera notamment pour les bonus et les comodulations, parce que quand vous vous apposez une consigne de tri, vous pouvez prétendre à un bonus, donc une prime, une réduction de votre éco-contribution de 8% sur son montant.
Donc c'est important, autant ne pas se priver de mettre cette information, mais attention, cette consigne-là, telle qu'elle est construite aujourd'hui, ne sera plus valable et ne l'est déjà plus, quelque part dans les textes, à partir du 1er janvier prochain. Le Triman est obligatoire, lui, il l'est déjà, donc voilà. Alors, actuellement, il y a un bonus de contribution emballage si vous apposez le Triman, et c'est pareil sur la filière papier. Donc, je vous dirais, si vous avez l'occasion de l'apposer, apposez-le. Voilà. Et quant au point vert, il ne donne plus droit au bonus. Donc, retirez-le si vous le pouvez, je dirais, et si vous n'êtes pas sur les marchés espagnols ou de Chypre. Citeo a promis, mais il y a beaucoup de discussions actuellement pendantes devant les pouvoirs publics, donc est-ce que ce sera le cas? On n'en sait encore rien. A promis que la publication serait faite d'ici l'été. Hein, donc, incessamment sous peu, d'ici fin juin, début juillet, peut-être début août. Ils aiment bien aussi produire des nouvelles réglementations en plein mois d'août. Bon, voilà, de façon à soyez vigilants sur ces questions et éventuellement on pourra revenir vers vous à l'issue, comme vous participez à ce webinaire, on pourra vous tenir informé dès que nous aurons l'information de notre côté. Christelle, je me permets de vous couper. Oui. On a une question justement pour les marquages. Quel marquage devons-nous apposer sur les emballages à destination de l'Union européenne lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les emballages selon le pays de destination? C'est ce que je viens de vous dire. A priori, le marquage, tant la consigne de tri que le point vert, enfin la consigne de tri est franco-française. Et le point vert, comme je vous le dis, si c'est à destination de l'Espagne et de Chypre, si vous ne pouvez pas faire de distinguo, aujourd'hui, vous regardez le logo point vert. En sachant que on ne connaît pas aujourd'hui la sanction potentielle, mais si ce n'est que ça va être probablement, ça va jouer sur l'éco-modulation et vous aurez peut-être une contribution de 100%, si la sanction est de 100% du montant de votre contribution. Ça elle est connu. Ce qui n'est pas connu, c'est la sanction en cas de non-apposition du Triman. Donc aujourd'hui, le souci, c'est potentiellement on risque d'avoir une tolérance quand même sur toute l'année 2021, hein, je pense, très honnêtement. Donc, ne soyez pas trop inquiets du coup pour l'année 2021. Par contre, 2022, à mon avis, il faudra changer vos marquages. Ça me paraît obligatoire. Sinon, c'est 100% du montant de la contribution. Ça peut représenter beaucoup d'argent. Voilà. Donc, il faudra peut-être prévoir des marquages spécifiques. Soit à la France, soit plutôt à destination de l'Espagne et de Chypre. Il est tout à fait toléré la position d'une étiquette collée. Hein. C'est-à-dire que par mesure de simplicité, pour ne pas changer non plus tout votre process de fabrication, vous pouvez envisager de coller une étiquette pour soit masquer, soit mettre en conformité. C'est tout à fait toléré. Hein. Donc n'hésitez pas. Est-ce que, Adeline, ça a répondu ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je pense que c'est bon. Ah non, j'en ai une autre. Je vous écoute. Le délai d'application des nouvelles infoteries, qui seront donc a priori publiées durant l'été, sera-t-il toujours pour le 1er janvier 2022, malgré une publication tardive? Alors probablement. C'est une bonne question, on ne le sait pas.
Probablement, hein, quand le décret du 25 décembre est sorti, je pense qu'on aura à peu près les mêmes délais que le décret du 25 décembre. Donc le décret du 25 décembre 2020 vous interdisait d'apposer le logo dès le 1er janvier 2021. Mais vous aviez une tolérance de 12 mois pour vous mettre en conformité pour les emballages français, à condition de pouvoir, et jusqu'à écoulement des stocks, à condition de pouvoir justifier que les produits venaient effectivement de vos stocks. Donc attention à bien mettre en place en interne, dans vos organisations, un système d'identification du produit, je ne sais pas, via les codes produits internes, via les fiches techniques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir justifier que véritablement il s'agit de l'écoulement de vos stocks. Donc je pense que la tolérance, à partir du moment où il y aura le décret d'application et la signalétique qui sera précisée, on aura à peu près les mêmes. On va revenir sur ces délais un tout petit peu après. Je crois, alors je me demande si c'est la slide d'après. Voilà. Est-ce que ici, voilà, délai prévu initialement pour la suppression du point vert, hein, vous aviez 12 mois, donc jusqu'au 1er janvier 2022 pour les produits emballés avant le 1er avril. Donc en fait, la tolérance qui était accordée pour modifier vos emballages entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, c'était donc 3 mois. Et, en revanche, vous aviez un an pour écouler les stocks. Et vous aviez 18 mois pour écouler les stocks à destination de Chypre et de l'Espagne. Donc, vous risquez quand même de devoir vous mettre en conformité dès le 1er janvier, enfin, pour le 1er janvier 2022, il va falloir être prêt à la rentrée. Enfin, je dis à la rentrée, hein, cet été, à la rentrée. Alors, c'est sûr, hein, ça vous met dans l'incertitude. On ne sait même pas si le logo Triman va finalement, il a fait l'objet de contestations au niveau européen. Un certain nombre de fédérations ont également été contesté le décret relatif aux nouvelles consignes. Donc aujourd'hui, le marquage et les producteurs, c'est très complexe pour s'en sortir. Raison pour laquelle je vous dirais, il est urgent de ne rien faire pour vous éviter des surcoûts, parce que là, c'est la confusion. Vous avez aussi, pour certains produits plastiques, le règlement européen, cette fois-ci, du 17 décembre 2020. Et donc, pour les emballages, alors du coup, je ne sais plus, qui est applicable à partir de 2022 également, et qui va s'appliquer pour à mettre sur les emballages des serviettes hygiéniques, les emballages de tampons et d'applicateurs, hein, c'est très précis, voilà. Des lingettes pré-imbibées, on parlait hein, de la nouvelle filière REP sur les textiles sanitaires, on parle véritablement de ça. Et on voit que c'est une transposition directe des règles de la directive européenne. Et il va y avoir aussi un marquage pour les produits du tabac avec filtre et pour les filtres. Et des marquages pour les gobelets pour boissons fabriqués partiellement avec du plastique. Quand on parle de dérogation, on dit que vous pouvez apposer une étiquette hein, sous forme d'autocollant, si vous n'avez pas le temps de modifier tous vos produits d'un coup. Et ces marquages sont déjà définis par l'Europe. Donc ceux-là ce sont bien ces logos qui vont être a priori appliqués. Mais encore une fois, plusieurs producteurs, là, via les fédérations, ont déposé une action en annulation du règlement auprès de la Cour européenne. L'affaire est donc pendante. Ça, c'est histoire de vous mettre encore davantage dans la confusion sur les marquages. Donc, je dirais, moi, en attendant,
conserver, je pense, hein, la signalétique sur les emballages pour les consignes de tri, pour continuer à bénéficier du bonus. Ah, il faut encore que je me calme. Cette consigne-là, je dirais, a priori, hop, si c'est pour l'Europe, vous gardez le point vert. Si ce n'est pas pour l'Europe, ou vous retirez le point vert, moi je vous suggère quand même de retirer le point vert. En revanche, vous pouvez garder une consigne de tri comme celle-ci, assortie du logo Triman. Je ne sais pas si vous voyez bien, Triman, la consigne de tri. En attendant, en plus, au niveau de la consigne de tri, donc elle était censée être harmonisée sur tout le territoire au 1er janvier 2022. Et Citeo, pas plus tard que la semaine dernière, aux rencontres amorces, a annoncé que probablement les consignes de tri ne seraient probablement généralisées qu'en 2025. Ils ont encore pris du retard. Donc, ça a une implication parce qu'évidemment, si le citoyen ne peut pas trier partout son emballage sur tout le territoire, ils vont devoir encore adapter les marquages. Donc, je vous dis, en attendant, urgent de ne rien faire, conserver ces consignes-là qui devraient être tolérées, notamment pour les bonus, encore pour l'année 2021. Et puis, on attend les nouvelles règles qui seront publiées cet été. Pour les marquages, on a plusieurs possibilités juste pour… je sais que c'est une question qui est revenue souvent et qu'on m'a posée en amont du webinaire. Pour les consignes, vous pouvez les apposer sur tous les éléments d'emballage, mais vous pouvez aussi la poser sur l'élément de regroupement uniquement, dès lors qu'il concerne tous les composants inclus dans l'unité de vente. Donc, par exemple, alors, je ne sais pas si ici, voilà, ici en l'occurrence, c'est un emballage de regroupement qui comportait 3 flacons et il est bien précisé carton et bouteilles plastiques à recycler. Donc, ça concerne bien l'ensemble de l'unité de vente et ça peut suffire. C'est-à-dire que les bouteilles à l'intérieur pourraient ne pas avoir le marquage. En revanche, ici, on va dire, non, il a bien le logo Triman, donc ça fonctionne. Attention au point vert. Moi, je vous dirais, si vous n'êtes pas à Chypre, etc., et en Espagne, retirez le logo point vert. Le risque de sanction à 100% du montant de la contribution est assez dissuasif. Et de toute façon, dans l'esprit, il est quand même amené à disparaître ce logo point vert parce que véritablement, c'est une publicité finalement, c'est un logo qui n'est pas environnemental et qui est destiné, qui est juste le logo d'une entreprise privée, agréée par l'État, certes, mais une entreprise privée. Donc, ça, ce logo, je pense qu'il est amené à disparaître, y compris en Espagne ou ailleurs. Voilà. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour sur cette question de marquage. Christelle, pendant qu'on change de section, je vous coupe. On a eu une dernière question sur les marquages européens notamment. Oui. Pour savoir si ces différents logos devront être sur les emballages prêts à vendre. Ah, prêt à vendre, ce que vous appelez, c'est le présentoir. Qu'est-ce qu'on entend par emballage prêt à vendre? Est-ce que c'est le présentoir avec tous les produits à l'intérieur? En tout cas, à mon avis, ce ne sera pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, tant que l'extension de la filière aux emballages industriels et commerciaux, où les prêts à vendre, les PAV, vont être concernés par l'éco-contribution, aujourd'hui, comme ils ne le sont pas, vous pouvez la poser, ça ne coûte, enfin ça coûte rien, si ça peut coûter, mais ça ne rapportera rien et ça ne en tout cas, ça ne vous exonère pas le fait de le marquer sur chacun des produits. Ça, c'est sûr. C'est sur le produit de l'emballage, enfin sur l'emballage du produit, pardon, lui-même. La personne a précisé, prête à vendre, pour elle, c'était les présentoirs, en plus des produits eux-mêmes. C'est ça. Donc, je crois avoir répondu à la question. Donc, le présentoir peut, je vous dis, mais
a priori, ce ne sera pas suffisant. Ce sera en plus. Voilà. Voilà, donc maintenant, je vais aborder juste un instant. Je vais juste regarder l'heure pour être sûr que je ne... Je cherche partout mon téléphone portable. Il vous reste 50 minutes. Parfait. Alors, donc, écoutez, très bien, je pense que ça va aller dans le timing. Donc, je voulais aborder forcément la question des plastiques à usage unique et emballages réutilisables, parce que là aussi, ce sont des modifications importantes apportées par la loi AGEC notamment, mais aussi par la directive européenne, hein, surtout appelée Single Use Plastic, donc de 2019 dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui a déjà et qui va avoir des incidences importantes sur la fabrication de certains produits et de vos emballages. Donc, on a déjà des interdictions et des limitations qui sont opérationnelles. Donc, on a déjà vu, donc depuis 2020, les cotons-tiges en plastique, les bouteilles d'eau plate dans la restauration et la vente de vaisselle jetable en plastique, qui est donc interdite depuis 2020. Les pailles en plastique et les couverts jetables, touillettes, etc., les piques à steak qui sont interdits depuis le 1er janvier, y compris en plastique oxo-dégradable, hein, parce qu'en fait, le problème de ces plastiques-là, c'est qu'ils sont finalement compostables dans des milieux industriels et non pas en milieu, à titre ménager, et du coup, ça pose des problèmes pour l'environnement. Donc tout ça, ce sont des interdictions qui ont été traduites dans la réglementation française, mais qui viennent de la directive européenne. Au 1er janvier 2022, on a une interdiction des suremballages pour les fruits et légumes, des sachets de thé et des jouets. Hein. Alors, distribuer gratuitement, c'est aussi la suppression des échantillons gratuits sans demande expresse du consommateur. Ça peut être aussi important parce que parfois, évidemment, vous achetez un produit et on vous donne gentiment un échantillon et a priori, ils vont être interdits à partir du moment où ils n'ont pas été demandés par le consommateur. Alors, par exemple, c'est le cas typique des échantillons qu'on va retrouver dans les magazines. Hein, où vous allez avoir un échantillon de crème qui est collé sur une page, par exemple, dans un sachet plastique. Donc ça, c'est clairement pas demandé au départ par le consommateur. Et donc, ce sera interdit. Voilà, il y a une interdiction de la vaisselle jetable dans la restauration pour les repas servis sur place. Hein, donc, il va falloir mettre en place pour les enseignes de la restauration voilà, des emballages qui se nettoient. Durable. En 1er janvier 2024, la vente de dispositifs médicaux contenant des microplastiques, ça concerne aussi les billes, etc., dans les produits cosmétiques, par exemple. Hein, ça fait partie des interdictions. Voilà. C'est ici au 1er janvier 2026, donc la vente comme les shampoings, coloration, gel douche contenant des microplastiques. Vraiment, on veut supprimer, l'objectif est de supprimer tous les microplastiques, tous ces plastiques qui se retrouvent dans les océans. Il faut savoir que toutes ces interdictions ont un lien direct avec ce qu'on appelle le top 10, le top 10 des déchets qui se retrouvent dans les océans. Donc, voilà, c'est simplement en fait des petits plastiques qui sont soit jetés dans la nature par incivilité, soit parce que ils sont difficiles à capter, qui s'envolent. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent être jetés sur la poubelle dans la poubelle publique, mais avec le vent, comme ce sont des petits éléments, ça s'envole, etc. Et ça se retrouve dans nos espaces marins.
Et voilà, ça a un grand impact sur la pollution. Donc voilà, une autre forme de synthèse, la réglementation, surtout ces plastiques, ce qu'il faut avoir en tête, c'est véritablement, l'État français, lui en tout cas, veut tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Bon, au départ, il avait dit ça de manière très générale, c'est-à-dire tous les plastiques visés en France, c'est pas envisageable. Et il est en train de réduire évidemment ce scope de 100% de plastique recyclé à 100% de plastique recyclé dans les emballages. Mais c'est quand même l'esprit qui est adopté et l'interdiction de tous les emballages plastiques à usage unique qui est visé à terme, vraiment, et les emballages inutiles. Donc là, bon, voilà, on a rappelé quelques obligations concernant certains plastiques et qui concernent certains secteurs d'activité, hein, y compris la restauration. Voilà. Et évidemment, des entreprises, vous êtes censé, vous, en tant qu'entreprise, donc là, non pas en tant que détenteur en fait, de déchets d'emballage, par exemple, de trier vos emballages selon 5 flux de matière, plastique, le carton, le verre, etc. Donc, il y a des obligations, évidemment, en termes d'éco-contribution pour les produits, la pollution que vous générez, mais également des obligations pour vos consommations, enfin, les consommations de l'entreprise elle-même. Alors, on a eu le décret important, le décret dit 3R, que j'ai évoqué au début des développements, qui est paru récemment. Donc qui est relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation, de réemploi, de recyclage des emballages plastiques à usage unique pour la période 2021-2025. Donc ce décret, les 3-4 points importants, tiens, je vois que l'écran est pas en entier, bon bref, ne porte pas d'interdiction en tant que telle, mais elle fixe des objectifs collectifs pour déterminer la trajectoire à suivre dans la filière des emballages en plastique. Donc les emballages en plastique à usage unique. Alors l'usage unique fait aussi l'objet de débats. Hein. On parle vraiment d'emballages qui, par exemple, un film d'emballage qui ne peut pas être réutilisé. Là, on parle bien d'emballage unique. En revanche, dans un flacon comme celui-ci ou comme celui-ci, dans la mesure où on se sert du produit en plusieurs fois, a priori on conserve le flacon et donc le flacon a plusieurs usages, il ne serait pas visé directement par la notion d'usage unique. Hein. C'est important à avoir en tête. Pareil pour ce flacon pompe, c'est pas censé être un usage unique parce que le produit il s'épuise au fur et à mesure que on l'utilise. En revanche, le plastique du blister ici, c'est d'usage unique. Parce que là, il n'est pas destiné à être conservé, ce plastique. On va bien retirer l'emballage et le jeter immédiatement à la poubelle. Donc, avoir voilà, quelques illustrations de la notion d'usage unique. Donc, pour ces emballages plastiques à usage unique, ils devront être réduits de 20% par rapport au tonnage de plastique mis sur le marché en 2018. Donc, réduit de 20% d'ici à 2025. Dont au moins 20% obtenus, dont au moins 50%, pardon, 50% de ces 20%, obtenus grâce au réemploi et à la réutilisation. Donc, ça va favoriser la mise en place de dispositifs de recharge. On va pouvoir aussi, peut-être une mise en place de systèmes de vrac, également d'emballages qui pourraient être réemployés, de changement de matériaux.
hein. C'est-à-dire que là, on parle du plastique. Demain, vous pourriez donc peut-être parfois envisager de changer la matière de votre emballage. On voit beaucoup hein, de nouvelles innovations cette année en particulier, où les industriels se mettent à modifier leurs emballages, à remplacer, qui font un plastique détox, comme le font certains d'entre vous, et qui modifient leurs emballages quand ils le peuvent, bien sûr, vers d'autres matériaux, le carton, l'aluminium, etc. Il faut savoir que, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le principe de l'éco-modulation et des éco-contributions, le système oblige ou incite les producteurs à fabriquer monomatériaux. Véritablement, on va éviter les emballages complexes, multicouches. On va essayer de les limiter. On voit se développer, on a vu très récemment des pochettes plastiques qui étaient auparavant fabriquées de plastique et aluminium pour un film barrière. Et en définitive, on a vu récemment se développer un emballage tout plastique. Et dans ces cas-là, il vaut mieux qu'il soit tout plastique plutôt que multicouche. Ça fonctionne très bien, ou tout papier ou tout aluminium. Donc, il y a véritablement des éco-conceptions très intéressantes actuellement qui se développent pour réduire ces emballages uniques et ces plastiques. Donc, alors, dans l'éco-modulation, ce qui est curieux aujourd'hui, mais ça va certainement changer, c'est que Citeo auparavant avait mis un bonus de contribution pour la mise en œuvre de recharge. Et puis, ça a été supprimé en 2020, sur le barème 2020. Donc, ça va un petit peu à contre-courant du décret du 29 avril 2021. Parce qu'effectivement, on va inciter à nouveau, normalement, les producteurs à mettre en place des dispositifs de recharge et vraiment à favoriser le réemploi du flacon principal, par exemple, au profit de recharge. Bon. Donc j'imagine qu'en fait, même si ce bonus a disparu, je ne peux que supposer que Citeo va le remettre, je ne comprends pas. Hein, j'imagine que vous êtes plusieurs dans ce cas-là, mais à la décharge de Citeo, il était difficile de quantifier hein, en fait la recharge, ou même de qualifier la recharge du produit. Et puis forcément, certains consommateurs achètent la recharge plutôt que le produit. Alors tant mieux, parce que globalement, tant mieux. Il y a moins de plastique mis sur le marché. La difficulté, c'est qu'un flacon comme celui-ci, par exemple, qui est en l'occurrence, pour pas dire de bêtises, en HDPE, donc polyéthylène haute densité, pour parler français. Lui, il est recyclable, versus la pochette, la recharge, qui va être en plastique, qui peut même être en plastique PET, par exemple, ou en PE, donc polyéthylène tétraphthalate ou polyéthylène tout court, et qui, lui, ne sera pas recyclable. Donc, il y a un conflit entre est-ce qu'il vaut mieux ce flacon-là à la recharge. Donc, en fait, il y a une amélioration. Je pense que la disparition du bonus est liée à ces difficultés d'une part de qualification même du consommateur, c'est que le consommateur achète la recharge plutôt que le produit et l'emballage principal. Et d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment mieux pour l'environnement ou pas? C'est pas dit. Du coup, dans le décret 3R, il est bien spécifié que le texte insiste sur le fait de la nécessité de procéder à une analyse de cycle de vie avant tout changement de votre emballage, pour vous assurer que le remplacement de votre plastique par du papier carton ou par n'importe quel autre matériau n'est pas pire en termes d'impact environnemental que de conserver votre plastique. Voilà, donc c'est quand même des notions à avoir en tête.
Et puis, la fin des emballages en plastique inutiles. Donc là, clairement, sont définis comme inutiles les emballages n'ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection sanitaire et d'intégrité des produits, de transport ou de support d'information réglementaire. Donc là, véritablement, les suremballages, les espaces vides, nous on le voit sur certains emballages, il y a encore beaucoup d'espaces vides qu'on pourrait éviter. J'ai un exemple ici, alors malheureusement, j'ai pas camouflé la marque. Bon, je vais essayer de, voilà, je sais pas si on, alors, hop, j'essaie de, voilà. On a ici un emballage avec un fond, un double fond, et le fond, il est creusé en fait par l'intérieur pour donner l'impression qu'il y a du volume de produit. Hein, voilà. Bon, bah, ça, clairement, il y a toute une partie de cet emballage qui est un pot. Alors, attendez, je vais essayer de camoufler, même si on va vite voir. C'est un pot, voilà. C'est un pot. Et pour pas faire de publicité ni d'embêter certains de nos clients, clairement, là, on a probablement dans cet emballage 20% de plastique en trop, et ça, ce sera du coup visé à être interdit d'ici 2025. Et donc, l'objectif est donc réaffirmé de tendre vers 100% de plastique vers le recyclage de 100% des plastiques début 2025. Donc, vous voyez, on est passé de la notion de 100% de plastique recyclé en 2025 à 100% de plastique recyclable en 2025. C'est-à-dire qu'on va vous inciter à plutôt améliorer la recyclabilité de vos emballages, en adoptant, donc, je vous dis, des composants monocomposants au maximum, d'adopter des matières monomatières au maximum, de façon à ce que l'ensemble soit recyclable selon les techniques industrielles de recyclage de notre pays. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Alors, oui, on a deux questions. Alors, la première concerne les emballages plastiques à usage unique avec le décret 3R. Donc, les films de palette sont-ils également concernés par les emballages à plastique à usage unique? C'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre tout de suite à cette question. Il faudrait que je re-regarde en détail, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Probablement, alors aujourd'hui, là, moi, je vous ai parlé essentiellement de l'emballage, on va dire, ménager. Le film palette, attention, l'extension de la filière REP emballage aux emballages industriels et commerciaux en 2025 sera opérationnelle sur notamment les films palettes. Et les palettes également. Hein. Et donc, par conséquent, on a tout lieu de croire que, en tout cas, à partir de 2025, cette obligation s'applique aussi à cet emballage de transport. Enfin, de palettisation et de transport. Mais je pourrais répondre à cette question ultérieurement, éventuellement par mail. Mais là, je n'ai pas la réponse. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question, vous me disiez? Oui, nous en avons une deuxième, mais c'est pareil, je ne suis pas sûre que l'on puisse y répondre tout de suite. C'est qu'en est-il de l'optimisation des filières pour réduire le pourcentage de pertes lors des procédés de recyclage? Alors, il faut déjà que je comprenne la question. Les pourcentages de pertes de quoi? Est-ce qu'on parle de pertes de nos emballages actuels? C'est-à-dire, est-ce que dans le processus de collecte et de tri, chez nous, hein, donc dans notre bac jaune, est-ce qu'on parle de ça ou est-ce qu'on parle de la perte matière liée au procédé de recyclage une fois que l'emballage a été collecté et qu'il a déjà fait l'objet d'un traitement? À votre avis, est-ce que cette question peut être précisée?
Pour l'instant, je n'ai pas plus de précisions à vous donner. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, quand même, les filières de recyclage se mettent en œuvre. Sur la filière de l'emballage, même s'il y a l'extension des consignes de tri dans certaines zones, et notamment on l'a en région parisienne, à Paris et en région parisienne, on l'a dans de nombreuses communes, on a grosso modo 50 millions d'habitants qui sont déjà concernés par l'extension des consignes de tri à tous les emballages. Donc tous les emballages, ça veut dire que maintenant, vous mettez dans votre poubelle les films, les barquettes, voilà, tous les emballages. Vos pots de yaourt, précision importante. Or, aujourd'hui, même si vous les mettez tous, on ne sait pas, notre pays, nos industries du recyclage ne savent pas forcément les recycler. On va, mais l'intérêt, c'est de au moins massifier les matières, hein, ce qu'on appelle voilà, dans les centres de tri, ils massifient les matières et ils font des balles avec toutes ces nouvelles matières en vue de trouver les systèmes de recyclage dans l'avenir et perdre le moins de matière possible. Donc ça, c'est vraiment un mouvement national et même européen et international. On peut même vraiment l'étendre au système mondial parce que j'en parlais il y a quelques jours avec l'ancien dirigeant de Citeo et qui me disait oui, nous arriverons sûr et certain à la réutilisation, au recyclage de 100% de nos emballages dans les années à venir. Ça ne se fait pas en un jour, mais donc vraiment, voilà, il faut être vraiment positif. Il faut surtout, nous, en tant que citoyens, trier correctement nos déchets. Ça, c'est très important parce que quand on ne trie pas nos déchets, on s'augmente les coûts de manière phénoménale. Parce que non seulement on a payé l'éco-contribution au niveau de l'emballage quand on a acheté le produit, par exemple, et on ne sait pas forcément qu'on a payé l'éco-contribution, sauf vous, les metteurs en marché qui faites vos éco-déclarations, le savez, mais les consommateurs ne le savent pas. Et quand on ne fait pas le geste de tri, ben, cet emballage qui aurait pu être recyclé et traité via le bac jaune se retrouve dans les ordures ménagères et du coup ne bénéficie pas toujours d'un traitement approprié et il ne pourra a priori pas être recyclé. Il pourra éventuellement être valorisé énergétiquement. Mais du coup, ce qu'il se passe, c'est que qu'est-ce qui paye cette partie-là de nos déchets, du traitement de nos déchets? C'est notre taxe ou notre redevance des ordures ménagères, d'enlèvement des ordures ménagères. Ce qui fait qu'en tant que citoyen, quand on ne fait pas le geste de tri, moins on fait le geste de tri, plus nos coûts augmentent. Puisqu'aujourd'hui, le bac jaune doit être financé par l'éco-organisme, Citeo, Adelph, l'Éco, et les ordures ménagères sont traitées normalement par notre taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, si on paye notre éco-contribution d'un côté et qu'on ne trie pas de l'autre, eh ben on va in fine le payer deux fois. Voilà. Alors bon, j'ai répondu. J'ai raconté une autre histoire par rapport à la question qui m'avait été posée, mais plus sur les pertes. Voilà. Je voulais dire qu'en tout cas, c'était pas. Alors, après, sur les pertes matières au cours du processus de fabrication. En général, les industriels réfléchissent beaucoup, et on réfléchit depuis des années déjà à ces questions, et font en sorte de les réintroduire dans leur process de production quand c'est possible. Et ça, il faut évidemment y arriver. Et demain, si avec la filière des emballages industriels et commerciaux, etc., cette tendance va être renforcée, parce qu'en fait, c'est un transfert de la réglementation concernant les obligations des déchets professionnels. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu au moins en partie à votre question. Sinon, n'hésitez pas à me recontacter. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, Adeline, sur cette partie-là? Non, c'est bon. Les deux questions, vous avez répondu. Merci.
Donc voilà, alors j'arrive en même temps à la dernière partie des points que je voulais aborder avec vous ce matin. Quelques autres points importants, mais je vous dis, je ne parle pas de tous les points importants de la loi AGEC, parce que vraiment cette loi réforme le système, et c'est une bonne chose qu'il y ait une réforme du système. Après, les orientations données, bon, voilà. On va parler un tout petit peu de l'identifiant unique. Vous savez, les marketplaces, puis la question un petit peu des marketplaces qui concerne quelques-uns d'entre vous. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important qui est en train de se mettre en place. Là non plus, on n'a pas tous les décrets pour vous préciser vraiment ce qui va se passer. Mais la loi AGEC a demandé la mise en place d'un identifiant unique pour les producteurs, donc normalement dès le 1er janvier 2022. Alors, cet identifiant unique, c'est censé être donc un numéro qui va vous répertorier en tant que producteur et qui va certifier quelque part que vous êtes conforme à la réglementation concernant les filières de responsabilité élargie du producteur auxquelles vos produits sont soumis. Donc, c'est très important parce que ce sera cet identifiant unique va être quelque part pour les pouvoirs publics, vu que ça va être centralisé par l'Agence de l'environnement, l'Agence pour la transition énergétique qui est l'ADEME, et ben ce sera un marquage de votre entreprise pour dire est-ce qu'elle est en conformité ou pas. Et donc, est-ce qu'elle doit être contrôlée et potentiellement, est-ce qu'elle s'expose à des sanctions. Donc, ça va être très important de bien suivre à nouveau cette question d'identifiant unique. Donc, aujourd'hui, on a assez peu d'informations sur la question. J'en ai parlé avec, je suis en contact évidemment avec beaucoup d'éco-organismes qui nous avons de très bons rapports. Et notamment sur les 3E, ça pose aussi problème. Et puis, Écomobilier a récemment donné quelques précisions et je crois est parmi, en tout cas, à notre connaissance, le premier à avoir transmis des informations concernant l'identifiant unique. Donc Écomobilier, qui est donc l'éco-organisme qui agit sur la filière des déchets d'éléments d'ameublement dans le domaine ménager. Et donc, le principe de cet identifiant unique, alors qui était censé être clair, parce que quelque part, on se dit, nous, au départ, on s'est dit, cet identifiant unique, ça va être probablement votre numéro d'adhésion à l'éco-organisme. Bon, in fine, je ne crois pas que ça se passe comme ça, et c'est peut-être dommage, ça aurait simplifié les choses, parce que, voilà. Alors, parce que en fait, vous risquez d'obtenir, et puis, enfin, excusez-moi, je suis un peu confuse dans mes propos, cet identifiant unique, il parle d'identifiant unique, et en même temps, je ne sais pas s'il va être véritablement unique, parce que il devrait concerner chaque filière. Donc, finalement, vous allez avoir probablement un identifiant par filière. Ça ne va pas, donc finalement, vous arranger. Il devra figurer sur vos factures et cet identifié n'a pas fait apparaître parmi ces mentions obligatoires sur des supports définis par voie réglementaire l'identifiant unique. Donc, vous serez soumis à une amende administrative au plus égal à 30 000 € si vous n'avez pas fait figurer ces identifiants uniques. Et donc, pour obtenir cet identifiant unique, vous devrez produire votre justificatif d'adhésion à un éco-organisme, les données de produits mises sur le marché, y compris avec le taux d'incorporation de matières recyclées,
dans les produits et les emballages, les données sur votre gestion des déchets, etc. Donc, les producteurs, les éco-organismes vont pouvoir se charger de transmettre cet identifiant unique à l'ADEME pour votre compte. Donc, seuls les systèmes individuels auront à le faire tous les ans. Mais sachez que, du coup, la transmission de cet identifiant unique par votre éco-organisme va générer forcément des obligations de votre côté. Et donc, vous devrez être en conformité sur toutes les filières desquelles vous relevez. Et je pense que cet identifiant est d'autant plus important qu'il risque d'avoir une implication sur les marketplaces et les ventes e-commerce, les vendeurs e-commerce d'une manière générale, parce que dans la loi AGEC, justement, il est prévu d'étendre la responsabilité des marketplaces qui, comme vous le savez, peuvent vendre des produits d'autres fournisseurs dont elles ne savent pas vraiment si l'éco-contribution a été versée. Et en fait, elles obligent les marketplaces à obtenir finalement de chacun de leurs fournisseurs cet identifiant unique pour le faire figurer sur ces papiers, à défaut de quoi elles devront contribuer financièrement à la place de, et je dirais pas peut-être pas à la place, mais en même temps que le fournisseur s'il l'a déjà fait et qu'il ne vous fournit pas l'information. Donc cet identifiant unique est un point important et il va falloir probablement l'intégrer dans vos contrats avec vos différents fournisseurs, grossistes, de façon à ce que vous obteniez, vous, de chacun de vos fournisseurs, cet identifiant et pour ne pas avoir à acquitter la contribution en plus sur ces produits-là, alors qu'en principe, la contribution a déjà été payée. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce point-là. Juste l'identifiant unique, donc elle devra être rattachée aux conditions générales de vente ou bien tout document contractuel devra figurer sur vos sites internet. Donc je vous dis, identifiant unique qui a priori donc finalement, il n'est pas si unique que ça dans l'application qu'on commence à en voir. C'est que vous n'aurez certes qu'un numéro d'identifiant au 1er janvier 2022, mais vous aurez un code et une identité par filière. Donc du coup, cet identifiant unique aura une déclinaison particulière pour chacune des filières. Donc, il aura un tronc commun, mais il aura une déclinaison pour toutes les filières. Alors, est-ce à savoir si vous devez, et je pense que oui, faire figurer sur vos papiers l'intégralité des filières sur lesquelles vous contribuez. Seul le fait de faire figurer l'intégralité des filières permet de dire si vous êtes en conformité ou pas avec l'ensemble de vos filières. Et donc, vous devrez, donc pour les marketplaces, j'en parlais à l'instant, tenir un registre avec les identifiants de tous vos vendeurs. Donc, ça va être une petite usine à gaz parce que comme les éco-contributions, petite private joke, comme les éco-contributions n'étaient pas assez complexes, maintenant, vous allez en plus devoir tenir un registre des identifiants pour vos vendeurs. Et je dirais pour dès lors que vous êtes un importateur, pour voilà, tous les metteurs, tous vos fournisseurs. Donc c'est une contrainte très importante sur laquelle il faudra être vigilant parce que vous avez vu qu'il y a des sanctions et ce sera un marquage évident pour les pouvoirs publics pour vérifier si vous êtes en conformité. Voilà, je fais un dernier aparté sur les consignes, les dispositifs de consignes, parce que ça peut concerner certains d'entre vous. Bon, il y a encore beaucoup de discussions. La loi économie circulaire a demandé effectivement à mettre en place autant que possible les dispositifs de consignes sur territoire. Elle a conditionné quand même la généralisation de la consigne pour certains types d'emballages
donc à un bilan consigne qui devrait être réalisé fin 2023-2024 par l'ADEME. Cette consigne pose beaucoup de questions, notamment en pratique, parce que le bilan environnemental de la consigne n'est pas toujours positif. Il faut vraiment que c'est rappelé dans l'article de la loi AGEC, le bilan environnemental global de ces dispositifs doit être positif. Parce qu'effectivement, par exemple, la mise en place, personnellement, la mise en place, par exemple, d'une consigne pour un emballage comme celui-là, alors que nous bénéficions du bac jaune sur le territoire, vu que c'est un produit de grande consommation qui est distribué sur l'ensemble du territoire, quelque part, c'est mon analyse, et c'est mon interprétation, quelque part, le bac jaune est une forme de consigne généralisée, c'est-à-dire que vous payez l'éco-contribution sur votre emballage, ça vous réduit ou ça maîtrise votre taxe locale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au niveau local, et il est bien destiné au recyclage, donc il y a bien une forme de consigne quelque part où vous bénéficiez du financièrement de la consigne via la maîtrise de votre taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Mais en revanche, ça peut s'expliquer pour certains types d'emballages ou certains réseaux d'acheminement des produits. Évidemment, dans la restauration, c'est déjà quelque chose qui existe depuis longtemps et qui fonctionne très bien. Et on peut le voir, et ce sera peut-être intéressant de le mettre en place, notamment dans la restauration rapide, ou dans un réseau plutôt local. Bon. Donc, à voir les futurs développements sur la consigne. En tout cas, sachez qu'on est dans le réutilisable, le réemploi, la recyclabilité. Il faut vraiment avoir ces notions. On évite d'abord la notion de la hiérarchie de traitement des déchets au niveau européen qui vient d'être transposée dans la réglementation française par le décret 3R. Rappelle bien que avant tout, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas, donc la prévention. Ensuite, le réemploi, la réutilisation. Ensuite, le recyclage. Et ensuite, la valorisation. Donc, si vous voulez, il faut vraiment penser à améliorer les produits pour retirer les composants d'emballage et les composants de produits qui sont inutiles. Quand on les a retirés, s'interroger sur chacun des composants. Est-ce qu'ils sont un par un recyclables? Est-ce que notre système de tri permet leur recyclage? Et il ne faut pas faire la confusion parce qu'on peut vous dire le PET c'est recyclable. Oui, le PET c'est recyclable, mais aujourd'hui c'est recyclable que si c'est un flacon parce que on n'a pas la généralisation de l'extension des consignes de tri sur tout le territoire. Donc il y a vraiment des notions comme ça qu'il faut avoir en tête et dont il faut tenir compte. Voilà, je crois avoir fait le tour. J'en viens à la conclusion. Vous l'avez compris, là on est dans une activité législative nationale et européenne riche et en perpétuelle évolution qui met à mal un peu les producteurs parce que forcément il faut s'adapter, c'est pas évident. Ces nouvelles réglementations n'intègrent pas forcément les process de fabrication des entreprises. Et il faut faire au mieux. Désormais, c'est l'esprit, l'économie circulaire, c'est ce vers quoi il faut tendre dans l'avenir. Et donc vraiment dans la conception tant des produits des emballages, il faut y penser. On va supprimer donc beaucoup de plastique à usage unique. Et l'objectif étant de respecter les objectifs européens nationaux de collecte et de recyclage qui sont fixés à horizon 2025-2030 à 90% globalement des plastiques, des emballages, donc des taux, mais après il y a des taux différents par filière. Ce sont des taux très ambitieux posés par la Commission européenne.
Et puis, on a aussi la très récente taxe européenne sur les plastiques non recyclés qui a été décidée donc, et appliquée dès le 1er janvier 2021. Donc là, qui est une taxe qui vient financer la Commission européenne elle-même, qui vient alimenter un fonds de la Commission européenne elle-même et qui a été prélevé sur le budget de l'État mais cette année. Mais vous voyez que on parle de plastique non recyclé et donc véritablement, forcément, les pouvoirs publics vont de coup probablement mettre encore des réglementations pour limiter les plastiques qui ne pourront pas effectivement être recyclés sur notre territoire et qui resteront à la charge de la collectivité et qui rentrent du coup dans cette taxe des plastiques non recyclés. Voilà. Est-ce que vous avez encore des dernières questions à poser avant que nous mettions fin à cette séance? Alors, j'ai une question qui concerne l'éco-conception pour savoir si on a des informations sur les plans quinquennaux d'éco-conception qui vont arriver. Alors là, je ne suis pas rentrée dans ce détail-là dans ce webinaire, mais oui, il y a des plans effectivement quinquennaux. D'une part, la réglementation prévoit des contraintes en matière d'éco-conception pour les entreprises et avec un certain nombre d'objectifs. Après, est-ce que c'est véritablement contraignant? Je ne saurais vous répondre aujourd'hui. Je ne suis pas sûre, mais en sachant que, encore une fois, au niveau européen, l'éco-conception va faire l'objet d'une directive. Donc forcément, un jour ou l'autre, ce sera contraignant. Voilà. Voilà, donc il me reste à vous remercier pour votre présence ce matin. Je voulais remercier également toute mon équipe, Olivier, Adeline, Catherine, Paola, et j'en ai d'autres qui ont participé à l'élaboration de ce webinaire. C'était la première fois que nous faisions sous ce format. J'espère que cet échange vous a plu et vous a apporté des réponses. N'hésitez pas du coup à nous faire part si vous souhaitez que nous renouvelions cette expérience sur d'autres sujets. Je pense que c'est un bon format, même si j'ai hâte de vous retrouver physiquement dans les mois à venir et peut-être organiser une matinée débat au bureau ou dans un lieu neutre, de façon à nous retrouver, à échanger plus librement tous ensemble. Et, Christelle, nous avons reçu quelques messages de remerciements. On nous dit que le webinaire était très clair. On nous souhaite une excellente journée. Et on nous demande si on va envoyer cette présentation. Voilà. Alors, je ne sais pas si Olivier est encore avec nous. Peut-être pas. Alors, simplement, pour vous dire qu'a priori, oui, vous aurez, à l'issue du webinaire, vous allez recevoir un extrait de cette présentation, peut-être pas tout, parce que c'est quand même une étude que j'ai faite pour vous. Et puis la vidéo en replay du webinaire de ce matin, que vous allez recevoir voilà, par mail d'ici demain, je pense demain, après-demain, d'ici la fin de la semaine en tous les cas. Donc, merci à tous. Et puis, bon courage à vous tous pour l'éco-conception de vos produits et de vos emballages. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous serons toujours là pour vous accompagner. À très bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.
Ça ressemble au petit déjeuner que faisait Arnaud Gosselin. On était une quinzaine. Allô? Oui, ça y est. Ouais. Ouais. Bon, bah merci. Bah non, bah c'était super. Hein. Bah oui, mais qu'est-ce que tu voulais que je dise Je t'avais écrit sur le papier, mais bon. euh... À la fin, je t'avais écrit que je te redonnerai la main pour annoncer qu'on enverrait le webinaire. Ah non, j'ai pas vu ça. Tu me l'as envoyé quand ça? Hier soir. Ouais, non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai repris la parole là juste pour dire au revoir parce que je savais pas pourquoi tu voulais me solliciter. Ouais, d'accord, ok. Et tu voulais que ce soit moi qui l'annonce ça, d'accord. D'accord, j'ai compris. Ouais. Bah non, je n'ai pas fait, attention. C'est pas grave, je l'ai fait. Ouais. Donner un rôle. Ouais, ok. D'accord. Bon, bah écoute, moi j'ai juste dit au revoir à la fin, rentrez bien ou un truc comme ça. Mais bon. Bonne journée. Oui, c'est ça. Ouais, bonne journée, j'ai dit. Oui, bah oui, j'allais pas dire rentrez bien. J'ai dit bonne journée. Non, mais moi j'ai trouvé que c'était bien. Adeline, elle collecte bien les réponses. Ça te permet toi les questions, ça te permet toi de pouvoir souffler un peu et puis de répondre plus directement. Donc ça c'est bien. Il faut, je pense, mais alors je sais pas comment, mais il faudrait que ça soit accentué, qu'il y ait plus de place encore aux questions-réponses. Mais c'est difficile de les solliciter davantage, quoi, s'ils veulent pas le faire. Hein. Donc non, j'ai trouvé que c'était très bien. En fait, il y avait des questions que vous avez posées avant, parce que je leur avais posé leurs questions et j'ai répondu dans le webinaire.